Vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous le savez, tous les mardis ou tous les jeudis à midi pour des webinaires. Donc aujourd'hui, on est 100% maudit français puisque on va parler des tendances du marché immobilier à Montréal. On a la chance d'avoir trois experts qui sont présents, trois experts que vous connaissez certains. Peut-être, puisqu'ils viennent un peu nous faire une mise à jour du marché immobilier de Montréal au minimum une fois par an. On a Marie-Laure Guillard et Blandine Hiard avec Sutton Barnes Montréal, donc experte immobilière. On a Amélie Deschênes de OFX qui va vous aider pour tous vos transferts d'argent au meilleur taux. Et puis, on a Jean-Philippe Sora qui est associé dans le groupe Massa Guimont-Lavallée, expert comptable transatlantique. C'est vraiment lui qui s'occupe de toute la fiscalité franco-canadienne pour le groupe. On est à peu près une soixantaine à avoir pris un billet aujourd'hui dans la conférence. Donc, comme d'habitude, vous allez pouvoir poser vos questions en direct à la fin de la présentation. Vous levez la main, c'est juste en bas. Et puis, si vous ne voulez pas lever la main, de toute façon, vous en faites pas. On aura juste votre audio qui va s'activer. Si vous levez la main, on ne vous voit pas. Donc, vous êtes tranquille. Si vous ne voulez pas lever la main, vous posez votre question dans le Q&A et puis je poserai votre question en direct. Si vous nous suivez sur Facebook, ben c'est pareil. J'ai accès aux commentaires, donc n'hésitez pas. Et puis, je poserai toutes vos questions, donc allez-y. Je vais tout de suite laisser Marie-Laure nous présenter le programme d'aujourd'hui. Bonjour Blandine, tu mets le… Voilà, donc l'immobilier à Montréal. Donc, je suis très contente de vous parler de ça aujourd'hui. Ça fait vraiment… c'est notre passion, c'est notre quotidien. Quand je dis notre quotidien, les courtiers immobiliers, c'est 7 jours sur 7. Nous arrivons rarement à faire 6 jours par semaine, mais plutôt 7. Alors, je passe à la diapo suivante. Qui nous sommes? Alors, bien sûr, aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Il y avait des questions que nous aborderons un petit peu plus tard sur le marché actuel. Est-ce qu'il est aussi chaud et rapide qu'au printemps et que l'année dernière? Donc, dans quelques minutes, je parlerai de ça, du titre de ce webinaire. Donc, qui suis-je? Eh bien, Marie-Laure, je suis ici depuis plus de 30 ans. Je connais cette ville par cœur. Je suis vraiment dévouée et passionnée par ça. Mes trois collaboratrices, partenaires, Carmen, Berly, Blandine et Caroline, sont comme moi. De l'immobilier, je ne dirais pas H24, mais 7 sur 7. Et c'est vraiment pour nous une grande joie, un bon défi. Ça devient un défi, l'immobilier à Montréal, parce qu'il y a très peu de produits. Notre rôle de courtier, il est passionnant à Montréal et il est parfait, il est très important de bien le comprendre pour vous, acheteurs. Je m'adresserai essentiellement à vous en tant qu'acheteur. Locataire, ça serait pareil, et vendeur, c'est à peu près pareil, mais un petit peu différent. Les 4 thèmes que vous voyez en bas vous montrent l'avantage d'avoir un seul interlocuteur, un seul courtier immobilier qui est la spécialité de l'Amérique du Nord. Plus de rêves réalisés, plus de résultats, plus de marchés conclus, plus d'experts dévoués. C'était la publicité de la Chambre immobilière du Québec il n'y a pas longtemps sur les écrans de télévision et partout, sur tous les réseaux sociaux. En effet, alors pourquoi est-ce que moi je trouve que c'est un métier passionnant ici? Parce qu'ici, toutes les propriétés sont mises dans un pot commun à la chambre immobilière. Donc, on a accès non pas aux propriétés vendues uniquement par notre agence Sutton, dont je vais vous parler après, mais vendues par tous les courtiers de la ville. C'est extraordinaire, c'est une particularité nord-américaine. Donc, pour nous, c'est passionnant. Et pour vous, l'avantage, c'est que vous n'avez qu'un seul interlocuteur, comme vous le voyez, c'est écrit. Vous parlez de A jusqu'à Z, à moi-même ou à quelqu'un de l'équipe.
et nous allons vous suivre dans tout le processus, que ce soit la première rencontre avant les visites jusque chez le notaire. Et je dirais que évidemment, on va plus loin que le notaire. On continue à vous aider après si vous avez des questions. Vous n'avez pas besoin de vous adresser à 5 agences différentes pour visiter 5 maisons différentes. Donc, voilà l'avantage du courtier immobilier qui est là pour vous protéger. Sutton Centre West est une agence parmi un gros groupe canadien qui s'appelle Sutton et qui s'est associé à Barnes pour les produits de luxe. Barnes, une agence française. Là, c'est une petite blague qui reste un peu trop longtemps sur l'écran. Ce sont les termes que vous allez retrouver ici au Québec pour parler d'un bien, on va dire une propriété. C'est horrible, ce drôle de mot condominium, en fait, veut dire appartement. Indivise, divise, j'en parlerai après, ça fait partie de la complexité du système de Montréal. Unifamilial, simplement une maison, la cour, c'est le jardin. Le duplex, vous devez commencer à le savoir, eh bien, le duplex, c'est une maison divisée en 2 appartements. On retrouve aussi des triplex, des quadruplex, des quintuplex, on verra ça un petit peu plus tard. Le prêt hypothécaire, c'est le prêt immobilier. Et le pied carré, il faut vous y faire, vous rajoutez, vous enlevez un 0, ça vous donnera approximativement des mètres carrés. Et c'est l'unité utilisée dans la construction en Amérique du Nord. Le système impérial est encore d'actualité aux États-Unis. Les matériaux de construction viennent des États-Unis. Donc, les Québécois, les Canadiens ont du mal à s'adapter au mètre carré, bien que ce soit le système métrique depuis des dizaines d'années. Je passerai à Blandine à la prochaine diapo, qui est pour toi. Ouais, bonjour à tous. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques statistiques qui vont donner quelques indices de là où on en est en ce moment sur le marché immobilier à Montréal, puisque c'est pas mal la thématique d'aujourd'hui. Pour commencer, on voulait vous donner une vue de ce qui se passe au Québec depuis 5 ans. Puis, on va dire que la blague en immobilier, c'est de dire, si tu as acheté avant 2007, tu es un petit peu le roi du pétrole parce que justement, le marché a été assez stable, on va dire des années 2010 à 2017. Et puis 2017, en fait, particulièrement depuis 2018, le marché n'a fait qu'augmenter au Québec. Donc, quand on parle du Québec, c'est la ville de Montréal, mais c'est toute la région de Québec qui en a profité avec un engouement particulièrement fort qui a commencé avec le début de la pandémie et les changements des besoins en fait des consommateurs. On a besoin de plus d'espace, de jardin, de lumière, on veut un bureau à la maison. Donc tout ça, ça a généré une activité très forte, en plus des taux d'intérêt historiquement bas pour l'Amérique du Nord, puisque avoir des taux à 1,9, c'était comme incroyable quand c'est arrivé. Et puis, une baisse d'inscription très forte, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et donc, ce qui est une des problématiques, Marie-Laure en a parlé du marché, ou un des challenges du marché d'aujourd'hui, c'est que finalement, il n'y a pas grand-chose à vendre. Le nombre de ventes des 5 dernières années à Montréal, il reflète ce qui se passe au Québec, en fait, en plus, évidemment, mais il ne fait qu'augmenter. 2019, 2018, 2019, 2020, 2021, à chaque fois, grosse baisse du nombre d'inscriptions, mais pourtant, Montréal est une ville qui a gagné en intérêt. C'est une ville qui prend de plus en plus d'ampleur d'un point de vue international. Il y a de plus en plus d'immigrés, les universités sont excellentes. On a de plus en plus de start-up assez séduisantes, de grosses entreprises. Donc, c'est une ville qui est très attractive. On a beaucoup d'investisseurs étrangers, beaucoup d'immigrés, donc beaucoup de demandes. Et évidemment, ça va jouer sur le nombre de ventes et sur les prix. Puis, on va faire un petit focus sur les 11 dernières années, sur les 11 derniers mois, excusez-moi, à Montréal. Donc, en rose, ce que je ne vous ai pas précisé précédemment, c'est que c'est le nombre de ventes. Et en bleu, c'est les prix. Puis, on voit que, je vais revenir juste en arrière, on va voir que les prix, eux, ils ont fait qu'augmenter en parallèle avec le nombre de ventes. Puis on voit que le marché, en fait, ici à Montréal, il est assez cyclique en fin de compte, dans le sens où le gros de l'activité va se faire au printemps, donc à partir du mois de février jusqu'au début du mois juin. Et on est très drivé par une date qui est la date du 1er juillet, parce qu'en fait, beaucoup de baux se terminent au 1er juillet.
Donc, les acheteurs vont arriver sur le marché en général au printemps, mais évidemment, on travaille toute l'année, mais c'est vraiment sur cette période-là que le gros de l'activité va se faire. Donc, c'est pour ça que vous le voyez très, très clairement ici, c'est que c'est vraiment en février, mars, avril, mai et juin qu'on a conclu le plus d'activités. Juillet, août, septembre, c'est un petit peu baissé, puis ça a redémarré en octobre. Qu'est-ce qui se passe concrètement d'un point de vue chiffre sur les derniers mois? En octobre 2021, on a conclu moins de 24% de transactions qu'en 2020. Pourquoi? Pour une raison très essentielle qui met beaucoup de pression sur les prix, c'est la baisse d'inscription. Ce qui était intéressant aussi de voir, c'est que pendant le confinement, la banlieue a explosé parce que tout le monde voulait une maison, puis acheter une maison auprès du centre-ville de Montréal, si on n'a pas 1 million, puis maintenant ça devient plus difficile encore, c'est difficile. Donc beaucoup de gens motivés par le télétravail se sont retournés vers la banlieue. Et puis là, on voit depuis quelques mois que ça descend énormément. Donc on a un gros ralentissement dans la banlieue, mais qui continue à porter une pression sur Montréal et les quartiers à la mode. Alors on va parler du Plateau, on va parler de Notre-Dame-de-Grâce, on va parler du Sud-Ouest, de Verdun, de Griffintown. Donc ça, c'est des quartiers qui sont très recherchés. Villeray, évidemment, Rosemont, la Petite Patrie, c'est très, très demandé. Puis aussi, ce qui était intéressant de voir au dernier trimestre, c'est que Ville-Marie, qui a été donc le centre-ville de Montréal, finalement, qui a été le gros mal-aimé de la pandémie, a vu ses ventes résidentielles remonter. On a vu une remontée, je vais y arriver, de plus de 24%. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé les 3 derniers mois, puisqu'au final, l'immobilier, au printemps dernier, c'était enchère sur enchère sur enchère. Dès qu'il y avait une propriété d'intéressante, on se retrouvait avec 10 offres. Si ce n'était pas 20, si ce n'était pas parfois. On a vu des propriétés qui ont reçu 40 offres. Alors, pourquoi ces propriétés recevaient 40 offres? Souvent, c'est parce qu'elles n'étaient pas forcément bien marketées, que le prix était trop bas. Parce qu'il y a aussi beaucoup de courtiers qui utilisaient cette stratégie pour essayer d'attirer l'attention, pour essayer d'attirer le plus de monde. C'était de mettre un prix en dessous du marché. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que les prix que vous voyez sur Centris reflètent pas forcément, voire pas du tout, les prix de vente. Ils peuvent être vendus évidemment à la hausse, mais aussi parfois à la baisse, parce qu'il y a aussi beaucoup de vendeurs qui se sont dit, tiens, le marché est super fort, donc je vais mettre un gros prix. Mais les acheteurs sont quand même, puis les acheteurs travaillent avec des courtiers, donc ils connaissent les comparables, ils savent ce qui se vend sur le marché, donc ils ont cette chance de pouvoir se dire, bah non, ça c'est beaucoup trop cher, ça ne va pas passer. Donc le marché se régule. Le dernier trimestre a été, on va dire, plus calme de manière générale parce que moins 23% de ventes, mais aussi moins 23% de ventes parce qu'il y a moins 28% d'inscriptions versus le 3e trimestre 2020. Par contre, les prix continuent de monter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'inventaire. Au niveau des enchères, comment c'est en ce moment? C'est quand même plus calme. Il y a moins d'acheteurs actifs sur le marché, donc moins de demandes. Puis, les acheteurs sont aussi peut-être plus exigeants dans le sens où pendant la pandémie, tout se vendait à Montréal. C'était assez incroyable. Puis maintenant, on voit que les propriétés qui sont peut-être un peu moins intéressantes, trop chères, moins bien positionnées, pas bien rénovées, ou pas rénovées du tout, vont générer moins d'intentions. Par contre, si vous mettez une maison ou un appartement qui est hyper bien placé, hyper lumineux, hyper bien rénové, c'est sûr qu'il va y avoir de la concurrence. Je redonne la parole à Marie-Laure. Blandine, j'ai un problème technique. Je ne vois plus les diapos. Alors, comment est-ce qu'on fait, Romain? Ce qu'on peut faire, c'est tu peux relancer le partage d'écran peut-être. Peut-être que ça va aider. Tu veux que je l'éteigne et que je le remette? Okay. Ouais. Oui, merci. Alors. Tu nous vois, Marie-Laure? Je vous vois, mais je ne vois plus les diapos. J'ai tout essayé. Je pense que ça devrait réactiver. Ça va suffire, ouais. Je redémarre. Non, toujours pas? Non. Vous voyez? Ça va être plus embêtant. Oui, Blandine, tu veux essayer de présenter ces diapos-là ou... Oui, ça te va, Marie-Laure? Oui. Désolée. Alors, je vais continuer la présentation. Je suis un petit peu moins bien préparée que Marie-Laure sur ces slides-là, donc je vous demanderai d'être tolérant avec moi. Donc,
On a parlé des statistiques, de l'état du marché actuel, et puis on répondra à vos questions avec plaisir par la suite. Maintenant, on va parler de comment ça marche d'acheter une propriété ou de vendre une propriété à Montréal. C'est assez différent. En fait, c'est un système qui est pareil à peu près partout en Amérique du Nord. Donc, quand on achète, il y a plusieurs grandes étapes, surtout quand on achète avec un courtier. Donc, évidemment, on va se préparer. Puis, dans cette préparation, il y a un élément qui est clé, c'est l'obtention de sa préautorisation hypothécaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez consulté une ou plusieurs banques. D'ailleurs, en général, on vous recommande, en tout début de votre projet, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre les banques en concurrence pour avoir le meilleur taux possible et pas quand vous avez une offre acceptée parce que là, c'est trop tard. Quand vous commencez vos démarches, vous allez contacter les banques. Si vous avez besoin de contact, on peut toujours vous référer. On travaille avec toutes les banques de Montréal. Vous comparez les taux, vous comparez tout ce qu'il y a à comparer, puis vous demandez une préautorisation à la banque que vous avez choisie. Et cette banque va aussi vous loquer un taux pour 1, 2, 3 mois. Donc, une fois que vous avez ça en main, c'est le moment d'aller, ce qu'on dit au Québec, c'est magasiner votre propriété. Parce que si vous décidez de soumettre une offre, que ce soit en offre multiple ou pas, votre offre ne sera pas bien considérée s'il n'y a pas cette fameuse préautorisation hypothécaire. Pourquoi? Parce qu'un vendeur, s'il va accepter votre offre, il veut être à peu près sûr que vous pouvez suivre financièrement. L'offre est toujours conditionnelle, mais on va en reparler. Donc ensuite, évidemment, on va visiter. Donc, les visites sont organisées par nous, comme disait Marie-Laure tout à l'heure. Nous, on a accès à toutes les propriétés. Donc ici, on travaille en collaboration, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec les courtiers inscripteurs. Donc nous, par exemple, quand on a une propriété à vendre, on est courtier inscripteur. Et quand on représente un acheteur, on est le courtier collaborateur. Et tout ça est piloté par l'OACIQ, qui est notre organisme professionnel et qui a mis tout en place un tas de règles en fait, qui sont basées sur le Code civil du Québec pour gérer ces relations et le fonctionnement du marché. L'idée, c'est de protéger au maximum le consommateur. Donc, si vous ne passez pas par un courtier, ces règles ne s'appliquent pas et c'est un peu plus le Far West. Perdu le son, Blandine. Vous m'entendez? Maintenant, oui. OK. Vous m'avez perdu où? Moi, je t'ai entendu parfaitement. OK. Je n'ai pas eu de coupure. Okay, et Blandine, je pourrais prendre la prochaine diapo. Me revoilà. Je t'en prie celle-là, je te redonne la suivante. Oui. Au niveau des offres, une offre, donc ça accompagne toujours de la déclaration du vendeur. Donc, quand un vendeur décide de vendre sa propriété avec un courtier, il a l'obligation de remplir ce qu'on appelle la déclaration du vendeur. Et dedans, c'est comme la fiche technique. Je ne sais pas si c'est une fiche technique, mais en tout cas, c'est un document dans lequel il est tenu de déclarer, puis il est tenu légalement de déclarer tout ce qu'il sait de sa propriété, de positif comme de négatif. Et puis, l'objectif de ce document, c'est de protéger à la fois l'acheteur, parce que l'acheteur achète en connaissance de cause, mais aussi le vendeur, parce que l'acheteur ne pourra jamais se retourner contre le vendeur sur quelque chose qui était écrit dans la déclaration du vendeur. Donc, on achète avec tout ce qui est écrit dans la déclaration du vendeur, mais en même temps, ça limite les surprises par la suite. La promesse d'achat, elle est conditionnelle ou pas. On recommande toujours de faire une inspection. Ça, c'est le minimum. Puis, elle peut être conditionnelle à tout plein de choses, mais les 3 conditions les plus classiques, c'est vraiment le financement, l'inspection. Et quand on achète une copropriété, dans une copropriété, donc un appartement, la lecture des documents de la copropriété. On pourrait parler de la garantie légale qui s'applique de manière automatique à toutes les ventes au Québec. Donc ça fait partie du Code civil. Par contre, un vendeur pourrait décider de retirer la garantie légale. C'est souvent le cas, par exemple, pour les ventes de succession. Vous vendez la maison de vos parents, vous ne l'avez jamais habitée, vous ne la connaissez pas. Vous vendez sans garantie légale parce que vous n'êtes pas capable de garantir la conformité de la maison. Est-ce que ça protège contre les vices cachés? Non, c'est-à-dire que si moi, demain, je décide de vendre ma maison sans garantie légale, que j'avais connaissance d'une infiltration, que je l'ai cachée, et que vous, en tant qu'acheteur, vous êtes capable de démontrer que je l'ai cachée, vous pouvez toujours. Par contre, c'est sûr que ça limite les recours en termes de litige quand on achète sans garantie légale et surtout quand on n'a pas fait d'inspection. L'inspection en bâtiment, c'est l'inspecteur, donc c'est un inspecteur qui a sa licence, qui va inspecter toute la bâtisse, qui va observer l'électricité, la plomberie, l'état général de la bâtisse et qui va vous donner un avis. Puis
Puis ça fait partie des conditions. Le financement, on en a parlé, la lecture des documents aussi. Et puis finalement, le notaire, lui, va s'assurer que tous les titres de propriété dont vous faites l'acquisition sont légales, sont corrects et qui représentent parfaitement l'état de la propriété. On pourrait rentrer dans le détail, mais je vous en ai pas. Mais en tout cas, le notaire, lui, c'est un acteur assez important qui va gérer et la partie hypothécaire avec vous pour la signature de l'acte hypothécaire et l'acte de vente. Après, s'il y a des questions sur ces parties, on pourra y répondre ensuite. Marie-Laure, je te repasse la main. Bon, alors l'inspecteur, voilà, juste pour vous montrer le travail de l'inspecteur, ça peut durer entre 1 heure et 3 heures. Cette photo, c'est juste pour expliquer que, par exemple, dans le plateau où il y a des vides sanitaires très étroits qui font moins d'1 mètre de haut, eh bien, l'inspecteur va ramper pour voir comment ça se passe dans cette bâtisse. Donc, c'est très important d'avoir un inspecteur et ça permet d'acheter avec une certaine tranquillité d'esprit, de connaître les travaux à faire rapidement. Prochaine diapo, Blandine. Ouais, j'arrive. Donc, les offres multiples, vous en avez entendu parler dans ce marché tendu qui a été très, très, très tendu jusqu'à fin septembre. C'est un tout petit peu plus calme en ce moment, mais dans les produits qui sont complètement rénovés, il y a encore des offres multiples. Donc, nous allons vous aider. Nous allons vous aider à avoir un dossier le plus complet, à être réactif. On sera un petit peu sur votre dos, il faut aller vite. C'est l'Amérique du Nord, c'est comme ça que ça marche. Il faut savoir qu'ici, on met plus cher que le prix demandé ou le prix demandé, surtout sur les produits rénovés. Si vous êtes prêt à faire des petits travaux, à faire des concessions sur une vieille salle de bain ou une cuisine moyenne, vous aurez moins de concurrence, vous n'aurez peut-être pas d'offres multiples. Vous pourrez peut-être faire une deuxième visite. C'est extraordinaire. Juste pour vous dire, il y a encore 3-4 ans, les visiteurs faisaient 2, 3, 4 visites parfois. Maintenant, les visites peuvent être une seule visite. Nous nous efforçons de donner une demi-heure, de demander à tous nos vendeurs de donner une demi-heure par visite à chaque acheteur. On prend des plages horaires, mais malheureusement, parfois, vous avez tous visité en 1 quart d'heure et ça, c'est pas drôle. Mais c'est pour ça que si on est à vos côtés, on va bien vous aider. Les grandes étapes du processus de vente, je vais le faire très rapidement parce que vous êtes peu de vendeurs à nous écouter. En général, ce sont surtout des acheteurs. Donc, en fait, quand on veut mettre une propriété à vendre, on va rencontrer le vendeur, on regarde bien la propriété, on fait une analyse de comparatif. Et une chose importante, une propriété à mettre en vente ici, ça se prépare. Vous avez remarqué comme les propriétés, les biens que vous visitez sont propres, sont rangés. Eh bien, il faut faire le vide avant de mettre en vente. Et ne me dites pas, ah oui, mais il faut qu'une maison vive. Une maison doit vivre, mais une maison ne doit pas distraire l'acheteur. L'acheteur doit pouvoir se concentrer et vraiment ne regarder que la propriété, ne pas regarder les photos qui sont au mur, les vêtements qui traînent. Et en plus, ça n'incite pas à l'achat. La nouvelle façon de procéder maintenant, c'est de faire des plages horaires que le vendeur nous propose pour faire les visites sur ces plages horaires. Bien entendu, on essaiera toujours de faire des visites les fins de semaine, à midi et le soir. Le soir en hiver, c'est moins bien. Donc, essayez de faire votre maximum pour être disponible à l'heure du lunch Amélie, ou dans la journée. Blandine, on a perdu le partage d'écran, Blandine. Ça y est. Merci. Donc, sachez que visiter 2 jours, c'est très important. Donc, essayez d'avoir du temps la fin de semaine ou dans la journée quand vous faites les visites. Là, je me suis égarée, on n'est plus sur les ventes. Donc, je vais passer à la suite, à la prochaine diapo pour laisser du temps aux autres. Merci. Tu peux juste la remettre en plein écran, comme ça on la verra mieux. Et puis on est bon.
Merci. Voilà, donc les types de propriétés, vous avez entendu ce mot rigolo, les plex. Eh bien, les plex, c'est un duplex, une maison à 2 étages, un triplex, quadruplex, quintuplex. En général, un duplex avait un seul propriétaire et qui habitait un étage et qui vendait, qui louait l'autre étage. Maintenant, vous aurez la possibilité, souvent, le propriétaire va vendre un appartement sur les deux, il habite encore l'autre, et du coup, ça devient 2 propriétaires différents. Et dans les quintuplex, quadruplex, triplex, il peut y avoir 3-4 propriétaires différents, où il peut y avoir un seul propriétaire qui est investisseur et qui veut faire de l'allocation. Au niveau investissement, en ce moment, on n'en a peut-être pas encore parlé, il faut bien réfléchir parce que les prix sont élevés. Il y a une surenchère, donc c'est peut-être pas toujours la meilleure période pour investir, mais pour acheter pour soi, c'est encore bien. L'unifamilial, c'est un autre terme, c'est pour une maison. Alors, l'unifamilial, c'est des maisons. Ne me demandez pas des maisons détachées. Ici, nous nous basons. Ici, c'est une architecture anglaise. Ce sont des maisons attachées des 2 côtés ou semi-détachées, ce qu'on appelle des maisons en rangée ou row house. Donc, et le bruit ne passe pas à la verticale, il va passer à l'horizontale. Donc, vous n'allez pas vraiment entendre le voisin. Donc, sachez qu'il faut accepter une maison semi-détachée. Et la copropriété, c'est surtout dans les gros immeubles ou les petits immeubles qui ont à peu près 20 ans. Là, ils sont déjà en ce qu'on appelle divise. Voilà le fameux mot divise. Quant à l'indivision, voilà, on y arrive. Donc, ce que vous connaissez en France, que vous devez acheter essentiellement, c'est de la copropriété divise, c'est-à-dire un appartement, un condominium, un appartement, comme vous connaissez en France, tout simplement. En copropriété divise, on a une quote-part qui est établie des parties communes. On a en général des immeubles qui sont gérés par ici on dit un syndicat, on ne dit pas un syndic de copropriété. Et pour les toutes petites copropriétés, ce sera les propriétaires eux-mêmes qui feront la gestion. Dès que ça devient une bâtisse au-dessus de 10 appartements, disons, il y a en général un syndicat extérieur. Et ce syndicat va gérer les réunions, les PV de réunion, les états financiers, avoir un fonds de prévoyance, c'est très important qu'il y ait un fonds de prévoyance pour les travaux à venir. Il y a maintenant un fonds d'assurance aussi pour, en cas d'accident grave, essentiellement les intempéries liées à l'eau, aux intempéries, soit soit des inondations, soit par le toit. Il peut y avoir aussi des problèmes avec la glace. Donc maintenant, les assurances se protègent et on demandait un fonds d'assurance pour toutes les grosses copropriétés. Le triplex, le duplex, le quintuplex, souvent ça va être une organisation à l'amiable entre propriétaires, mais une de nos recommandations sera de vous dire qu'il faut démarrer un compte commun et de faire des petites annotations des réunions au moins annuelles. L'indivision, je vous l'expliquerai en privé, c'est compliqué. C'est particulier à Montréal, New York et Chicago. Ça n'existe pas ailleurs. Et ça peut, si vous considérez que vous allez habiter ici une dizaine d'années, vous pouvez acheter en indivision. Si vous êtes là sur du court terme, c'est un petit peu plus risqué, mais on l'expliquera à un autre moment. Parce qu'il faut que je laisse la parole à Jean-Philippe et Amélie. Les coûts donc d'un achat, bien sûr, une fois que il y a d'autres coûts que le prix de la propriété que vous achetez. Donc l'inspection, vous le voyez, $500 à $2 000 pour une grosse maison. Nous vous recommandons donc les inspecteurs. Le notaire, ça varie de $1 400 à $2 500 selon ce n'est pas un pourcentage par rapport au prix de vente, c'est simplement selon les tarifs du notaire et selon la difficulté du dossier. Il y a des dossiers comme s'il faut faire appel très souvent au syndicat de copropriété qui ne répond pas, qui répond à moitié, eh bien, le notaire va travailler plus longtemps.
Et voilà, pour une transaction très simple, ça variera en dessous de 2 000 $. La taxe de bienvenue, elle porte un mauvais nom, appelons-la la taxe de mutation. Eh bien, vous la paierez à la municipalité entre 1 à 3 mois après l'acte de vente, après être passé chez le notaire. C'est en général 1 à 2% du prix de vente. Voilà pour les coûts. Ça, c'est un programme d'aide de la ville de Montréal. Si votre achat ne dépasse pas 630 000 $, si vous avez des enfants, je ne rentre pas dans le détail, la ville vous remboursera en grosse partie le montant de la taxe de bienvenue. Je crois que la nouvelle, non pas la nouvelle mairesse, mais la mairesse nouvellement réélue va adapter ce tarif de 630 000 à, j'espère, un peu plus élevé, parce que pour loger une famille à 630 000 $, on s'écarte beaucoup du centre-ville à l'heure actuelle. Voilà, la suite, Blandine. Et la suite, eh bien, notre vie, on vous a dit qu'on adorait notre métier, qu'à Montréal, il est super. En Amérique du Nord, c'est un métier passionnant. Eh bien, notre vie, c'est que le matin, on croit que notre journée va être tranquille. Eh bien, pas du tout. Ce matin, je pensais avoir toute la matinée tranquille avant de vous parler. Eh bien, non, j'ai dû faire à peu près 10 coups de fil, je ne sais combien d'emails. Il y a toujours des choses qui surviennent. C'est passionnant. Les transactions sont toujours différentes. Et en plus, beaucoup de transactions se font dans de l'ancien à Montréal, qu'il y avait beaucoup moins de normes il y a encore quelques années au niveau du bâtiment. Donc, il y a du retard à rattraper. Et voilà pourquoi vous avez besoin de votre propre courtier. À bientôt, je crois que c'est fini pour moi. Merci beaucoup. Je crois que Amélie va enchaîner pour nous parler rapidement de comment on peut transférer ces fonds au meilleur taux et peut-être à un taux fixe. Amélie va nous parler de tout ça et puis on aura Jean-Philippe derrière qui enchaînera. Merci. Oui, absolument. Juste une petite note de recommandation pour les auditeurs. Marie-Laure et Blandine m'ont aidé personnellement avec l'achat de mon condo il y a 1 an. Et puis, je les recommande fortement. Quand je regardais en arrière, moi, j'étais une acheteuse pressée. Je voulais déménager. J'étais en pleine pandémie. C'était un marché hyper compétitif. Puis, les filles m'ont vraiment protégée. Puis, je suis hyper satisfaite de mon endroit. Puis l'autre chose que je pense qui n'est pas négligeable, c'est les visites organisées. Si c'est nous qui devions coordonner toutes les visites et puis de faire ça de façon condensée puis d'une façon logique dans la ville, il y a quand même beaucoup de temps qui est mis là-dessus. Alors que les filles nous proposent un plan déjà tout fait, c'est vraiment génial. Et donc, je vais essayer, d'aller rapidement dans ma présentation. C'est une des considérations pratiques, évidemment, si vous pensez, je me mets en mode plein écran, si vous pensez rapatrier des euros pour financer votre projet, eh bien, donc, il y aura un transfert de fonds à faire. Je travaille pour une compagnie qui s'appelle OFX, qui est spécialiste dans les transferts de fonds, et donc, je peux vous aider avec ça. Je commence d'abord par vous dire, évidemment, souvent on est tenté d'y aller avec notre banque. Je l'ai fait moi-même lorsque j'étais expatriée. Mais après de petits transferts, on se rend compte que même sur les petits montants, on perd beaucoup, dans le fond, sur le taux de change et puis sur les frais de transaction aussi. Et donc, une des notions importantes à comprendre dans l'échange de devises, d'abord, c'est le taux du marché. Il est aussi appelé le taux interbancaire. C'est le taux qui est utilisé par les groupes bancaires pour échanger des millions de devises entre eux. Et donc, le taux du marché, ce n'est jamais vraiment le taux qui va être disponible pour les consommateurs, pour vous et moi, mais on doit le connaître pour savoir, dans le fond, quels coûts nous sont facturés. C'est un taux qui fluctue à la seconde. Et donc, vous pouvez, lorsque vous cherchez sur Google habituellement, c'est le taux que vous trouvez. Le taux a plusieurs décimales aussi. Souvent, on l'écourte, mais bref, il y a plusieurs décimales qui vont là-dedans. Comme je vous dis, ça fluctue à la seconde. Tous les fournisseurs de devises, que ce soit la banque, que ce soit les spécialistes de change, vont ajouter une marge à ce taux du marché, un coussin, si vous voulez, qui s'exprime en pourcentage. Et donc, le défi, c'est de conserver la marge au minimum. Et la stratégie que je vous invite à faire, c'est une chose à retenir, c'est magasiner un petit peu les spécialistes de change qui sont là parce que souvent, c'est des compagnies qui ne font que ça.
Et donc, ils vont avoir pour mission de vous offrir de meilleurs taux de change. Pour les gros montants, ça fait une différence que je vous montre concrètement ici. Si vous désiriez transférer 100 000 € en dollars canadiens aujourd'hui, le taux réel était à 1,4432. C'est déjà quand même plus bas que ce qu'on a vu, bien sûr, pendant la pandémie, mais même juste en septembre, on était à 1,50. Donc, c'est quand même déjà une bonne baisse. Donc, essayez de ne pas perdre plus que ça avec la marge sur le taux de change. Avec un taux bancaire standard, vous obtiendriez quelque chose comme 1,4143 et donc 141 430 $ canadiens au final. La même transaction avec un spécialiste de change comme OFX vous donnerait 143 630 $ canadiens. C'est plus de 2 000 $ de différence. Donc, considérez une épargne potentielle de 2 % sur le montant que vous allez transférer. Ce n'est pas négligeable et vous n'avez pas à perdre cet argent-là. Donc, la stratégie, magasiner les spécialistes. Ici, je vous présente 4 produits qui sont disponibles pour vous aider un peu à naviguer justement les fluctuations des devises. Le premier s'appelle l'ordre à court limité, en anglais le limit order, le target order. C'est un produit dans le fond de monitoring du marché qui est basé sur le principe d'attendre pour le bon moment. Et donc, je vous disais, on était à 1,44. Si vous pensez que le taux va remonter dans les prochains jours, vous pourriez placer une épingle dans le marché avec votre directeur de compte pour le taux auquel vous seriez confortable de faire la transaction, 1,45, 1,46. Vous pouvez placer le taux, vous pouvez placer l'épingle donc dans le marché. Nous, on monitore le taux pour vous 24 heures sur 7. Et si et quand le marché atteint ce taux, nous achetons les dollars canadiens pour vous. Et donc, ensuite, on vous appelle pour terminer la transaction. Il n'y a aucun coût, aucun désavantage à ce produit-là. La seule chose, c'est qu'il faut avoir les fonds prêts pour le transfert déjà dans votre compte en France parce qu'on ne sait pas la direction du taux. Et donc, si et quand le taux atteint 1,45, 1,46, votre taux désiré, il faut qu'on boucle la transaction. C'est légalement obligatoire. Donc, ça, c'est pour l'ordre à court limité. Le deuxième produit, le contrat à terme, qui est très intéressant parce que c'est un outil qui vous protège contre une fluctuation adverse du marché, le Forward Exchange Contract en anglais. Et donc, vous pouvez sécuriser, fixer un taux de change à l'avance pour votre transaction. Et donc, si vous désiriez aujourd'hui réserver le 1,44, vous pourriez le faire pour la totalité du montant que vous désirez transférer. Disons que c'est 100 000. La seule contrainte, c'est qu'il faut avoir un dépôt de 10 %. Et donc, si vous avez 10 000 de prêt, vous pouvez protéger votre 100 000 au complet pour une transaction dans le futur. Et le futur, c'est n'importe quand, entre 2 jours jusqu'à 12 mois à partir de la date d'aujourd'hui. Ça peut être très utile si vous avez des investissements ou de l'argent qui est placé en France et que vous devez travailler avec votre planificateur financier pour libérer et mettre cet argent-là en mode cash. Donc, ça vous achète du temps pour faire ça. Et voilà. Donc, le troisième outil, c'est le taux au comptant. C'est encore le plus utilisé aujourd'hui. Spot rate, et dans le fond, c'est simplement acheter une devise au taux du jour, au taux du moment. Et le dernier outil en bas, on va appeler ça un outil, c'est l'expertise humaine. Chez OFX, on a investi beaucoup dans la technologie pour que vous puissiez avoir une plateforme transactionnelle simple à utiliser et pour que vous puissiez faire vos transactions quand bon vous semble de chez vous. Mais on croit encore que les gens aiment parler à un spécialiste en personne pour être certain justement qu'ils fassent le bon choix dans des produits qui sont un petit peu plus avancés comme ceux que je viens de vous présenter. On a plusieurs outils qui sont en mode libre-service aussi, en ligne. L'application mobile, d'abord, vous pouvez rechercher nos couleurs orangées OFX dans le Apple Store et vous allez nous trouver là. Vous pouvez, sur l'application mobile, faire l'enregistrement d'un profil, suivre les taux, suivre votre transaction et tout ça. Vous pouvez simplement vous inscrire pour des alertes de taux aussi. Donc, on va vous envoyer un courriel lorsque le taux EuroCAD bouge en votre faveur. Donc, vous n'avez pas à le monitorer vous-même. Commentaire hebdomadaire et si vous êtes vraiment intéressé par un petit peu les rouages dans le fond économique qui influent sur les devises, on a le Currency Outlook qui est un dossier plus volumineux qui est livré à chaque mois. Ici, rapidement, le processus d'enregistrement d'un profil, le lien qui est en haut, on vous l'enverra parce que c'est un lien qui vous octroie une marge préférentielle. Dans le fond, habituellement, OFX prend une marge sur le taux de change réel d'à peu près 1 %.
Pour la communauté Maudit Français, c'est coupé en deux et donc c'est 0,45 %. C'est la marge qui sera prise sur le taux de change en tout temps. Étape numéro 1, vous vous rendez sur ce lien. Création du profil, ça prend 10 minutes. Vous allez avoir une validation d'identité qui est faite avec votre téléphone intelligent, prise de photo d'une carte d'identité et votre visage en même temps. Je vous donne juste un petit heads up ici. C'est une technologie de validation d'identité qui est sensible. Alors, prenez bien le temps de prendre la photo, qu'elle ne soit pas floue, sinon il faudra le refaire. Et on essaie de s'épargner du temps ici, donc prenez le temps lorsque vous faites votre photo de pièce d'identité. Deuxième étape, une fois que vous avez soumis le profil, on vous appelle pour valider que tout est bien rempli et on active le compte. Ce qu'on veut dire par là, c'est que vous pouvez maintenant utiliser la plateforme OFX pour vos transferts de fonds. Troisième étape, au moment qui vous conviendra, vous allez booker le transfert. Lorsqu'on fait Book Transfer sur OFX, ce que vous faites vraiment, c'est que vous réservez le taux de change pour le montant que vous désirez transférer. C'est là que vous allez entrer les coordonnées bancaires du bénéficiaire. Et le bénéficiaire peut être vous-même, votre propre compte de banque au Canada, ou ça peut être le compte de banque du notaire. Ça arrive parfois que les notaires vont prendre les fonds en fiducie avant de les passer au vendeur. Vous pourrez les envoyer dans le compte du notaire, ce n'est pas un problème. Pour les transactions de plus de 100 000, sachez qu'on va vous demander aussi une copie de l'acte de l'acte d'achat, dans le fond, de la propriété comme pièce justificatrice. Dernière étape, c'est de nous envoyer les fonds, de nous envoyer les euros. Je passe ici à l'autre slide pour vous montrer la logistique du paiement. Chez OFX, les paiements se font en deux versements locaux. Donc, l'argent ne voyage pas vraiment de façon géographique. Donc, une fois que vous avez réservé votre taux sur OFX, ensuite, vous envoyez les euros de votre compte en France vers notre compte en euros chez la Barclays qui est détenue en Allemagne. Et donc, c'est un virement SEPA, SEPA, qui est le type de virement inter-européen gratuit. Et lorsqu'on reçoit vos euros, nous livrons les dollars canadiens localement aussi via nos comptes chez la Banque de Montréal et la Royal Bank of Canada. Et donc, vous recevez vos euros dans un délai maximum de 2 jours, très souvent le lendemain. Vos dollars canadiens le lendemain, excusez-moi. Et donc, voilà pour moi. Pour conclure, juste un petit aperçu de la compagnie. C'est une compagnie qui est là depuis 22 ans, une compagnie australienne qui est au Canada depuis 12 ans. Je suis la représentante du territoire québécois, mais bref, on peut vous aider partout en Amérique du Nord, partout en Europe aussi. C'est une compagnie publique listée sur l'Australian Securities Exchange et donc vous avez accès à toute notre information financière en ligne. 6 bureaux dans le monde. Moi, je suis rattachée au bureau de Toronto. Voilà, les outils pour gérer le risque de change que je vous ai présenté, le contrat à terme, l'ordre à court limité. On peut vous aider avec 55 devises, avec toujours la même mission de vous offrir des taux qui sont plus compétitifs que les banques. Alors voilà pour moi. Si vous avez des questions, il y a un petit peu plus d'informations sur la page qu'on a créée, qu'on vous enverra. Et puis, vous pouvez m'envoyer un courriel aussi, amélie.deschênes@ofx.com. Merci. Merci Amélie. Plaisir. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le Q&A. On y répondra, soit par écrit, soit par oral, s'il nous reste assez de temps, puisqu'il nous reste exactement 16 minutes pour parler fiscalité. Jean-Philippe, allez. Bonjour à tous. Super, merci Romain, merci à toutes les trois pour ces présentations. 16 minutes pour se parler de fiscalité, ça peut être très court et en même temps très long. Donc, je vais essayer d'aller droit au but et de vous donner quelques clés et sujets de réflexion, et répondre en gros aux questions que nos clients nous posent la plupart du temps. Donc, moi, je suis associé du cabinet, du groupe, en fait, Massat. Nous avons des cabinets à Montréal, New York, Miami, Mexico et bientôt Toulouse en France. Et nous accompagnons les entreprises et les particuliers français, majoritairement français, qui s'installent en Amérique du Nord ou qui sont déjà là et qui ont des problématiques fiscales. Voilà, donc je vais rentrer dans le vif du sujet parce qu'on garde le moins drôle pour la fin. Vous savez ce qu'il faut acheter ou ne pas acheter, vous savez comment transférer l'argent. Et bien maintenant, je vais vous parler de comment vous allez être imposé. Pour tous ceux qui sont, j'imagine que la plupart, attendez, voilà, je partage. La plupart d'entre vous, pourquoi je ne vois pas le… Excusez-moi 2 secondes, je ne vois pas le…
le petit truc là pour mettre en… En bas à droite, à côté du moins. Ah ouais, là. Super. Ouais, j'imagine que la plupart d'entre vous sont au Canada et plus particulièrement à Montréal. Donc, vous savez que nous ne sommes pas dans un paradis fiscal. Hein. On n'est pas au Caïman ou dans des pays exotiques comme ça. Donc, il y a les impôts à payer et il en va de même pour tout ce qui est immobilier. Quand vous achetez un bien immobilier, ça va être principal. On peut avoir deux raisons d'achat. On achète soit sa résidence principale, soit on fait un investissement locatif. Évidemment, les fiscalités attachées ne vont pas être les mêmes. Quand vous achetez votre résidence principale, il y aura un événement fiscal qui va être soumis à fiscalité, mais pas forcément à impôt, puisque le bien n'est pas loué, ça va être la vente du bien. D'accord? Donc, déjà, premièrement, quand vous allez acheter votre résidence principale, s'il s'agit de votre première résidence principale, vous aurez droit à un superbe crédit d'impôt tant au Québec qu'au fédéral, de 750 $ par palier, ce qui vous fait 1 500 $. Donc là, vous êtes content. C'est toujours ça de prix. Hein. Mais et voilà, en plus, effectivement, de l'aide que peut apporter la ville de Montréal, hein, dont a parlé Marie-Laure tout à l'heure, mais qui va dépendre du prix d'achat de la propriété, donc le remboursement de la taxe de bienvenue. Donc au moment de l'achat, voilà ce qu'il se passe. Puis il ne se passe plus rien. Vous allez payer vos taxes foncières, taxes scolaires, taxes municipales, tous les ans ou plusieurs fois par an. Et puis, l'autre événement fiscal sera la vente de cette résidence principale. Et bien, il faut savoir qu'au Canada, donc quand je dis Canada, j'englobe aussi le Québec. Si jamais on doit faire des distinctions, je le dirai. Au Canada, c'est comme en France, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value réalisée sur la résidence principale. Voilà, donc vous vendez votre bien, vous avez fait une grosse plus-value, vous ne paierez pas d'impôt dessus. Est-ce que ça va rester comme ça tout le temps? Je ne peux pas le garantir, mais aujourd'hui, c'est le cas. Voilà ce qui est de la résidence principale. Donc là, on est très, très rapide et très bref. Maintenant, si vous partez sur de l'investissement locatif, donc vous achetez un bien que vous allez mettre en location. Là, tous les ans, vous allez déclarer vos revenus fonciers et il va falloir s'attendre à payer des impôts sur vos revenus fonciers. Et puis après, on aura le dernier événement fiscal de la vie du bien en tant que vous, propriétaire de ce bien. Ce sera la cession et on aura une imposition sur la plus-value. Donc, commençons d'abord par les modalités déclaratives et d'imposition des revenus fonciers. Eh bien, c'est très simple, c'est tout à fait logique, c'est-à-dire que vous déclarez les loyers perçus, moins toutes les charges relatives à la location, moins évidemment tout ce qui va être donc, dans les charges relatives à la location. On peut avoir les frais de copropriété, par exemple, si vous avez un condo. Si vous payez d'autres frais, je ne sais pas, du déneigement, des choses comme ça, à ce moment-là, ce sera déductible aussi. Tout ce qui est taxes foncières, donc taxes scolaires, taxes municipales que vous allez payer, vous allez les déduire aussi de vos revenus fonciers. Les intérêts d'emprunt, c'est la même chose, on les déduit. Attention, on ne déduit pas la part capitale du remboursement d'emprunt, puisqu'en fait, le capital, c'est vous prenez d'une poche pour le mettre dans une autre. Hein, puisque vous récupérez le capital que vous remboursez, vous le récupérez au moment de la vente. Voilà, donc vous n'avez pas de cash immédiatement, mais vous l'avez quand vous vendez. Les intérêts, eux, sont perdus. Mais sont quand même engagés pour pouvoir louer le bien. C'est pour cela qu'ils sont déductibles. En plus de ça, il y a une option, mais qui est à prendre avec des pincettes. Il va être possible d'amortir le bien. C'est-à-dire que vous avez payé un certain montant pour la propriété, vous avez payé des frais de notaire, vous avez payé d'éventuels travaux, eh bien, vous allez pouvoir diviser la valeur de ce bien par 25, tous les frais payés, vous divisez par 25 et vous déduisez de vos revenus fonciers. Ce qui, dans la majorité des cas, va vous faire passer à un résultat fiscal égal à 0. Donc, pas d'impôt à payer. Donc là, vous vous dites, ouais, c'est super, moi je vais faire ça, comme ça je ne paie pas d'impôt sur mes revenus fonciers. Oui, mais le jour où vous allez vendre le bien, eh bien, à ce moment-là, tous les amortissements qui auraient été pratiqués vont être réintégrés dans vos revenus et imposés comme des revenus ordinaires.
Donc, en gros, dites-vous que si vous avez amorti, mettons, pour 100 000 $, et bien le jour où vous vendez, vous avez 100 000 $, boum, qui sont intégrés à vos revenus ordinaires et taxés comme tels. Donc, si vous n'êtes pas dans les tranches maximales d'imposition aujourd'hui, pendant que vous êtes propriétaire et que vous louez, que le bien est en location, si vous n'êtes pas dans les tranches maximales d'imposition, bien dites-vous que le jour où vous allez vendre, vous allez sauter avec ces 100 000 de plus qui vont arriver, vous allez forcément changer de tranche d'imposition et toutes les économies que vous aurez réalisées par le passé, et bien là, vous allez les perdre parce que vous allez payer encore plus cher, vous allez payer plus d'impôts puisque vous aurez changé de tranche d'imposition. Donc, c'est une option qui peut être intéressante, mais en connaissance de cause, voilà, en sachant l'impact que ça aura plus tard. Certains qui font beaucoup d'investissement immobilier l'utilisent à bon escient, mais voilà, ça n'est pas toujours intéressant. Donc, si vous en entendez parler, attention. Voilà. Donc, quand vous allez vendre, là, c'est au moment de la vente, vous allez évidemment avoir une plus-value qui va être réalisée. Enfin, évidemment, aujourd'hui, le marché fait que si vous avez acheté des biens il y a 2 ans, vous aurez une plus-value qui, elle, sera imposée. D'accord ? La modalité de calcul de la plus-value, c'est le prix de vente, moins les frais de vente, moins les frais, le prix d'achat, moins les frais liés à l'acquisition, moins le coût d'éventuels travaux. Ça nous donne un montant. Et là, on n'a pas de taux spécifique d'imposition sur les plus-values, comme on peut par exemple le connaître en France. C'est en fait une réintégration de 50% du montant de la plus-value dans vos revenus ordinaires. Donc, je ne peux pas aujourd'hui, chacun d'entre vous a forcément des taux d'imposition différents, un taux marginal différent. Donc, je ne peux pas aujourd'hui vous donner de taux d'imposition sur une plus-value que vous allez réaliser, mais le calcul, en gros, est de prendre votre taux marginal que vous allez diviser par 2 et vous l'appliquer au montant total de la plus-value. Voilà, c'est le calcul le plus simple. Et si jamais vous avez amorti les biens, eh bien, en plus de ça, vous réintégrez les amortissements pratiqués et ils vont se retrouver imposés à votre taux ordinaire. Beaucoup de monde qui nous écoute. Donc, désolé, je vais un peu vite. J'espère que je ne vous perds pas trop. Mais finalement, comme vous le voyez, c'est assez simple et assez logique. Voilà. Beaucoup de monde qui nous écoute sont des Français. Français ou françaises, qui potentiellement un jour vont repartir en France ou être mutés dans un autre pays. Et bien alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous partez à l'étranger, vous voulez garder votre bien au Canada parce que c'est une bonne rentabilité, ou sinon il y a aussi un attachement peut-être personnel, ou vous pensez à de futurs enfants que vous pourriez envoyer faire leurs études ici, et donc ils pourraient loger dans l'appartement. Eh bien, à quelle sauce allez-vous être mangé en tant que non-résident ? Il faut savoir que vous allez avoir des obligations qui sont assez spécifiques de retenue à la source sur les loyers perçus. Vous allez devoir reverser au gouvernement 25% des loyers bruts perçus. Donc, vous avez quitté le Canada, vous versez chaque mois qui suit le paiement de loyer, vous versez 25% des loyers bruts encaissés au gouvernement. D'accord ? Donc, en gros, votre locataire vous paie 1 000 $, vous payez 250 au gouvernement. D'accord ? Il y a une option qui est possible à condition de trouver un représentant fiscal local, donc quelqu'un qui prendra le risque fiscal pour vous, de faire ces retenues à la source sur le net de la location. D'accord ? Donc, on reste sur 25%, mais sur le net. Donc, c'est les loyers, moins toutes les charges, on a un montant, et à ce moment-là, on verse sur le net, mais à condition de trouver un représentant fiscal, c'est-à-dire quelqu'un vers qui le gouvernement pourra se retourner en cas de non-paiement de la retenue à la source. À ce moment-là, c'est cette personne qui sera responsable pour vous, qui devra payer et qui devra payer les pénalités. Donc, avant, il y avait beaucoup de personnes qui le faisaient. Maintenant, c'est un peu plus rare. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de contrôles. En gros, si vous êtes en charge, vous avez déménagé aux États-Unis, vous n'avez pas payé vos retenues à la source, c'est le représentant fiscal qui va se prendre la pénalité. Donc, il y a de moins en moins de monde qui le fait. Quoi qu'il en soit, si vous payez sur le brut, vous aurez en fin d'année la possibilité d'établir une déclaration de non-résident en déclarant au gouvernement que vous avez en net, votre impôt, normalement, sur votre location aurait dû être bien moindre. À ce moment-là, le gouvernement vous rend le trop perçu.
Donc, il faut juste avoir connaissance de cette obligation de retenue à la source, parce que bon, déjà, c'est une obligation, mais aussi parce qu'elle peut impacter votre trésorerie. Si vous avez un prêt à rembourser, que vous êtes sur 25% de retenue à la source sur le brut, bah, forcément, il risque de vous en manquer un peu et donc il faudra que vous réalimentiez votre compte pour pouvoir rembourser votre prêt. Vous serez certainement, bah, il faut savoir que la majorité des pays de l'OCDE imposent sur les revenus mondiaux. C'est-à-dire que, hormis d'ailleurs, hormis les UK, là c'est un peu particulier, mais vous êtes un nouvel arrivant, vous allez en France ou aux États-Unis, qui sont les pays que je connais le mieux avec le Canada, chacun des pays impose sur les revenus mondiaux. Donc, vous devrez, dans votre nouveau pays de résidence fiscale, déclarer vos revenus fonciers canadiens dans ce nouveau pays, en plus de les déclarer au Canada. D'accord. Donc, ce qui va se passer, évidemment, il y en a certains qui disent ouais, mais moi, je ne veux pas le faire, je ne veux pas être doublement imposé. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de double imposition. Dans votre nouveau pays, le Canada a la priorité d'imposition. Vous déclarez dans votre nouveau pays de résidence selon les modalités locales. Et puis, vous aurez droit, dans votre nouveau pays de résidence, à un crédit d'impôt équivalent aux impôts canadiens que vous aurez payés pour justement ne pas être imposé 2 fois. Ça, c'est pendant la période de location en tant que non-résident. Maintenant, si vous vendez en tant que non-résident, eh bien, il y a la même obligation de retenue à la source sur le prix de vente de la part de l'acquéreur. D'accord ? Il va devoir faire une retenue à la source sur le prix brut de vente. Donc là, ça peut être quand même très pénalisant s'il vous reste un montant d'emprunt à rembourser. Alors, ce qu'il se passe, et là aussi c'est une obligation, il va falloir faire une demande de certificat de conformité au gouvernement, au fédéral et au Québec, par lequel on leur dit, ben voilà, j'ai la retenue à la source qui est faite sur le prix brut de vente, mais en net, normalement, mon impôt sur la plus-value sera bien inférieur. Donc, je ne veux payer que l'impôt qui est réellement dû. On envoie tout un explicatif avec tous les justificatifs. Les gouvernements mettent plus ou moins longtemps à répondre. Ça peut être 2-3 mois comme 1 an. Donc, il faut prendre son mal en patience. En attendant, le notaire de l'acquéreur va retenir les fonds de la retenue, d'accord ? Donc, il ne les envoie pas au gouvernement. Et quand vous avez la réponse du gouvernement, eh bien, le notaire vous rend ce qu'il a trop retenu. Donc, ça, il faut l'avoir en tête pour quand vous allez vendre, toujours encore une fois, vis-à-vis de votre cash flow. Si vous avez des prêts à rembourser, ça peut être un peu contraignant. Donc, vous n'allez pas forcément toujours vendre le bien ou partir à l'étranger. Parfois, vous allez vouloir donner des biens que vous avez achetés ou, hélas, vous allez peut-être décéder en étant propriétaire de biens. Il faut savoir que au Canada, il n'y a pas de droit de succession. C'est vrai, hein, ce n'est pas comme en France. Mais par contre, c'est un peu plus pervers. Désolé du terme, mais c'est ça. Il y aura une imposition sur la plus-value latente. C'est-à-dire que vous donnez un bien à des enfants. Vous l'avez payé 400 000. Le jour où vous donnez le bien, il en vaut 500. On va considérer que vous leur avez vendu le bien, qu'il y a eu une vente. Il n'y a pas eu de transaction cash, mais il y a eu une vente. Donc, vous allez vous retrouver imposé sur la plus-value latente réalisée. D'accord ? Et eux vont repartir avec un bien d'une valeur de base de 500 000 et pas 400 000. Et c'est la même chose pour la succession. Si vous décédez, c'est ce qu'il va se passer. Ça vaut évidemment pour les biens locatifs. Si c'est votre résidence principale, vous décédez, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas d'impôt sur la résidence principale. Donc, on va déclarer cette donation qui est considérée comme une vente, mais on n'aura pas d'impôt à payer sur la plus-value latente. Si vous êtes à l'étranger, eh bien, il y aura toujours cette histoire du coup, comme on considère qu'il y a une vente, il y a cette histoire de certificat de conformité à demander. Et puis, dans votre pays de résidence, il va falloir aussi déclarer. Donc, en France, il se peut que vous ayez des droits, enfin plutôt vos héritiers, et des droits à payer en France sur la transmission du bien canadien du fait de votre résidence fiscale française. Voilà, ce sont donc désolé, c'était très dense et très rapide pour tenir dans le temps et pour que vous puissiez répondre aux questions, que nous puissions répondre aux questions que vous avez, puisque c'est aussi le but. Donc j'espère avoir été assez clair et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, eh bien, je crois que c'est le moment.
Magnifique. Merci à tous. On est en plein dans le timing. Il est 13 heures. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient lever la main pour prendre la parole? N'hésitez pas. Alors attends, excuse-moi on a Romain. une question d'Emmanuel. Tu veux la prendre? Ouais, je la prends parce que celle-là, on l'a déjà posée. Alors là, Emmanuel, je vous déconseille. Si vous avez, donc la question d'Emmanuel, c'est que se passe-t-il si une SCI investit dans un bien? Eh bien, si votre SCI française, donc la SCI est une société, une structure juridique française, investit dans un bien immobilier canadien, il faut savoir que votre SCI française va être soumise à toutes les obligations fiscales d'une société canadienne, puisque de fait, comme le bien est au Canada, eh bien, elle aura un établissement stable au Canada. Donc, votre société française va répondre aux obligations fiscales d'une société canadienne. Donc, elle va devoir déclarer ses revenus comme une société canadienne. Et en plus de ça, elle va, comme la société reste française, eh bien, elle va devoir déclarer ses revenus canadiens en France. Donc, vous vous retrouvez dans un schéma où vous avez une société française qui déclare et paye des impôts, enfin, ce sont les actionnaires qui payent des impôts in fine, mais au Canada. En plus de ça, elle déclare ses revenus en France avec toutes les obligations qui en découlent. Quand tout marche, bon, bah, ce n'est pas un schéma fiscal idéal, mais, mais bon, ça peut rouler. Je vous garantis qu'un jour, il y aura un problème parce que vous avez 3 administrations fiscales qui doivent se parler. La France, le Québec, le fédéral. Et le jour où vous avez un grain de sable dans la machine, même si vous avez tout bien fait et c'est super, ben vous allez payer quoi qu'il arrive. Vous allez payer parce qu'à minima, vous allez payer des gens comme nous pour vous aider à répondre aux questions. Donc, vous êtes sûr de perdre. Donc, la SCI française qui achète au Canada, je le déconseille fortement. Qu'elle crée une filiale canadienne, qu'elle crée une structure canadienne pour investir au Canada, ça c'est une autre histoire. Et là, OK. Mais acheter un bien au Canada en direct, je vous le déconseille vraiment fortement. Parfait. Est-ce qu'il y avait des compléments? Là, de ma part, non. Mais si… Non, c'est bon. Ok, tout bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions dans l'audience avant qu'on clôture? Ah, alors, Henri. Bon, Henri, je vous donne la parole, mais ce n'est pas pour parler des bruits verticaux, hein, j'espère. Allez, on vous écoute. Henri, il faut activer votre micro. Voilà. Seulement pour les bruits, alors j'ai rien à dire sinon. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions? Ok, bon, je crois qu'on a fait le tour, on est tout bon. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin. De toute façon, si vous avez des questions, vous allez recevoir toutes les informations des intervenants d'aujourd'hui. Donc, vous pourrez les contacter directement pour vos questions plus personnelles. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On a toutes les semaines différents sujets qui intéressent nos maudits français. Donc, merci en tout cas d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci à nos 4 experts d'avoir pris le temps aujourd'hui. Et puis, si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Maudits Français pour les prochains webinaires. Merci encore et bon après-midi à tous. Au revoir Merci, tout le au revoir. monde. Au revoir, bonne journée.